Salut à tous les foufous de l'histoire. En mai dernier, à l'occasion d'un échange avec mes élèves à Berlin, j'ai pu constater à Potsdam la multiplication de la représentation de ce soldat du XVIIIe siècle. Sur les bus, les posters, les livres, Les marque-pages, les t-shirts, les figurines et les spectacles de rue, j'ai donc voulu en savoir plus. Schwerid Redivanov. Il appartenait à la garde prussienne, une unité dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle était surprenante. Avec mon mètre 93, on dit souvent de moi que je suis trop grand. Alors quand j'ai appris que l'un des critères pour faire partie de cette garde était de mesurer au moins 1m88, et ce, à une période où la taille moyenne des Européens du Nord ne dépasse pas les 1m67. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous présente ces soldats géants du roi sergent. « 2,04 m. Telle était la taille de Schwerid Redivanov, une taille impressionnante pour l'époque, et pourtant, il était loin d'être le plus grand de cette garde prussienne. Jonas Henriksson, 2,12 m. Son squelette est d'ailleurs conservé et actuellement exposé à l'Institut de médecine légale de Potsdam. Vous pourrez y constater les multiples déformations de celui-ci. Alors s'il y en a un qui portait bien son nom, c'était Hans Hohmann, 2,14 m. Mais la palme du plus grand qui ait jamais servi dans ce régiment revient à James Kirk, 2,17 m. Alors pourquoi ces hommes géants? Pourquoi ces gardes qui font plus de 2 mètres alors que la population fait 30 à 40 cm de moins? C'est quoi cette garde prussienne? Pourquoi cette taille minimale d'1,88 m? Quelle est la provenance? Quelle est la vie de ces soldats? Quelle est leur valeur au combat? Eh bien tout ça, c'est ce que l'on va répondre aujourd'hui dans cet épisode. Mais avant cela, eh bien revenons aux origines de l'unité. La formation de cette troupe de soldats très grands remonte au règne de Frédéric Ier. Au début, simple prince électeur du Brandenbourg, il devient le premier à porter le titre de roi de Prusse en 1701. Frédéric a un fils, Frédéric Guillaume, le Kronprinz, le prince, qui, adolescent, possède déjà une garde personnelle de 30 grands soldats dans sa maison princière de Wusterhausen. La constitution d'unités formées d'un spécialement très grand n'est pas une nouveauté dans cette Europe du XVIIIe siècle. Elle répond en fait à un besoin militaire qui coïncide avec une innovation. C'est l'apparition de la grenade. Celle-ci, pouvant peser jusqu'à 3 livres, elle nécessite des hommes forts capables de la lancer la plus loin possible. Et c'est pourquoi un nouveau type de soldat va faire son apparition et qui se caractérise par sa haute stature, c'est le grenadier. En plus un homme est grand, plus il lui est facile de charger un fusil qui, à l'époque, mesurait autour d'1,50 m. Posséder des formations de grenadiers était donc une mode très répandue dans l'Europe du XVIIe siècle, comme le montre Volker Schaubus, qui cite plusieurs princes allemands tels que le margrave Philippe de Schwedt ou surtout Léopold von Anhalt-Dessau, un général de l'armée prussienne qui utilisa des unités de grenadiers contre les Français à la bataille de Malplaquet en 1709, dont on vient d'ailleurs de fêter les 310 ans. Et il se trouve que le prince Frédéric Guillaume y est présent, sous les ordres de Dessau. Il a pu y voir en action ses grenadiers, et c'est de retour en Prusse qu'il décide l'année suivante, en 1710, de se constituer lui aussi une véritable garde de géants. Une garde qu'il recrute, finance et commande personnellement, sans que son père soit au courant. Ces Langenkers, ces grands gars, ces grands types en allemand comme ils seront surnommés, constituent d'abord un petit cercle que le prince côtoie quotidiennement et avec lesquels il s'entraîne avec des armes en bois. Mais progressivement, il va l'élargir. Il faut dire que les agents recruteurs envoyés par Frédéric Guillaume ratissent la Prusse et il ne manque pas de volontaires suffisamment grands. Et lorsque Frédéric Guillaume devient roi après la mort de son père en 1713, il présente officiellement cette garde qui sort de l'ombre et gagne un statut officiel, celui de bataillon des grenadiers rouges. En raison de leur uniforme,
et qui compte déjà 564 grenadiers, 49 officiers et sous-officiers et 28 musiciens répartis dans 4 compagnies. Et en 1717, c'est la consécration, puisque les Langenkers intègrent le régiment de garde royale, le Königsregiment, dont ils en constitueront le premier des 3 bataillons. Et si désormais l'histoire de ces grenadiers rouges se confond avec l'ensemble du régiment, c'est bien sur ces Langenkers que nous allons continuer de nous concentrer. Alors, un premier bataillon qui, à l'instar de ce qui va se passer dans tout le régiment, ne va cesser de voir ses effectifs gonfler. Ils étaient déjà à peu près 600 au moment de l'accession au trône de Frédéric Guillaume. Ils vont atteindre les 800 hommes en 1726 et 850 à la fin du règne de ce dernier. Désormais organisés en 5 compagnies de grenadiers qui, pour être distingués des autres grenadiers des régiments d'infanterie-ligne, vont être désormais renommés grosses grenadiers, les grands grenadiers. Et bien, sur ces 5 compagnies, vous avez la première qui s'intitule la Leib Company, la compagnie d'honneur si vous préférez, et qui se voit affecter automatiquement les plus grands. Par exemple, James Kirk était dans la Leib Company. Alors qui étaient ces hommes? Sur quels critères étaient-ils recrutés? Pour cela, on dispose du règlement du régiment qui date de 1726 et qui nous indique quelques critères dans son article 4. Qu'il fallait des hommes bruyants, d'une bonne apparence, qui savaient bien marcher. Pas plus de 35 ans, un nez qui ne soit pas trop court, pas de maigre, ni de visage trop fin. Ils pouvaient porter la barbe, mais à la mode polonaise. Et surtout, il fallait être grand. Grand oui, mais et combien exactement? Eh bien le règlement de 1726 n'indique rien sur la taille. Et le mètre 88, qui est souvent cité, n'a été imposé que par Frédéric II en 1752. Mais toujours est-il qu'en 1739, la taille moyenne de l'ensemble des hommes du régiment était d'1,90 m. En ce qui concerne la provenance, on peut affirmer que les grenadiers rouges représentent un véritable melting pot. Certes, une grande partie sont des Prussiens, mais ils viennent aussi des régions allemandes des différentes régions du Saint-Empire germanique, ainsi que d'autres royaumes d'Europe comme Ericsson de Norvège ou James Kirkland qui est un Irlandais, et même d'Afrique, comme certains musiciens appelés Maures, qui sont 16 en 1731 et 23 en 1739. Alors parmi ces grenadiers, on a de vrais volontaires qui, en échange d'une somme d'argent, ont signé un contrat d'engagement de 4, de 6, de 8 ans, ou même un contrat à vie, comme c'est le cas pour un tiers des grenadiers entre 1726 et 1739, mais ils n'étaient pas tous volontaires, car les agents de Frédéric Guillaume ont procédé à de véritables ratissages pour trouver des hommes de grande taille et n'hésitaient pas à utiliser des méthodes peu recommandables, la duperie, voire des enlèvements. Ce qui me ramène à un épisode qui, moi à l'époque, m'avait fortement marqué, de Il était une fois l'histoire, qui montre ce fait, où on a des agents qui vont jusqu'à aller saouler des mecs pour qu'ensuite ils puissent signer, et puis le lendemain ils se retrouvent à l'armée. Comme quoi on avait des dessins animés à l'époque qui étaient quand même assez poussés dans le détail, j'y reviendrai tout à l'heure par rapport aux uniformes. Alors d'autres étaient tout simplement des cadeaux, des véritables cadeaux humains, alors surtout en provenance du tsar de Russie, Pierre le Grand, qui lui-même se distinguait par sa haute taille puisqu'il mesurait 1,90 m, et le cas de Chvérid Redivanov, eh bien ça rentre dans cette catégorie puisqu'il a été tout simplement offert au roi de Prusse. Alors ces dons humains venaient aussi des Prussiens qui espéraient ainsi plaire au roi et puis donc avoir par la suite une promotion dans l'administration prussienne. Enfin, tous les ans, chaque régiment d'infanterie et chaque régiment de cavalerie devaient fournir respectivement 6 et 3 hommes. Alors évidemment parmi les plus grands. Quant aux Africains, ils étaient directement achetés tout jeunes sur le marché aux esclaves, des marchés aux esclaves anglais et hollandais, où à la suite de cela, ils reçoivent une éducation chrétienne et musicale. En ce qui concerne les uniformes, il faut distinguer 3 périodes. La première est celle qui précède 1717 et pour laquelle on a malheureusement peu de sources. On sait que les uniformes étaient dans le pur style baroque, c'est-à-dire très ample et caractérisé par les plis et les broderies, et comme l'indique le nom, les grenadiers rouges, la couleur rouge était fortement présente, sans oublier la grande giberne servant à contenir les grenades.
L'intégration des grenadiers géants dans le régiment de garde en 1717 marque la deuxième période, pour laquelle nous avons cette fois-ci beaucoup plus de sources, notamment les portraits des grenadiers commandés par le roi et réalisés par Johann Christoph Merck, ainsi que les statues du pont de Potsdam, dont il ne reste plus aujourd'hui que les photographies puisqu'elles ont été détruites lors d'un bombardement en avril 1945. Alors cette intégration dans le régiment de garde a amené plusieurs changements, notamment une modification de l'uniforme qui désormais privilégie l'aspect pratique et économique, c'est-à-dire que la coupe baroque très ample et qui était très dispendue en tissu est abandonnée au profit d'une coupe droite qui s'inspire d'ailleurs des uniformes français, plus courte aussi, ce qui a permis d'économiser la moitié du tissu. Alors les grenadiers gardent leur parament rouge, mais l'uniforme devient vert bleu sombre. Ils portent également les cheveux avec une tresse. Mais ce qui fut l'élément caractéristique des grenadiers de la plupart des pays européens, c'est ce qu'ils portaient sur la tête. En effet, le jet de la grenade implique de grands mouvements des bras, et donc le port d'un château à long bord n'est pas adapté à ces grands mouvements. Et c'est pourquoi le tricorne a été remplacé pour les grenadiers par un bonnet. Alors celui des Langenkerl est d'une taille de 50 cm, ce qui a accentué leur grandeur, et entièrement en tissu, avec donc le bonnet en lui-même qui est constitué d'un tissu bleu, mais le fronton ainsi que le devant sont faits par contre de toile rouge, décorée de l'étoile d'argent avec en son centre l'aigle noir sur fond orange, de la même couleur d'ailleurs que le pompon. C'était fait pour marquer le lien de Frédéric Guillaume avec la famille des Oranion, des von Oranion, c'est-à-dire la famille des Oranges, puisque sa grand-mère c'était Henriette von Oranion. On y trouve également la devise Semper Talis, toujours les mêmes, toujours là. L'ensemble, armement compris, coûtait 49 Reichsthaler, dont 10 rien que pour le fusil, qui était un fusil de modèle 1723, d'un poids de 4 kg et d'un calibre de 20 mm. La troisième période débute en 1736, même si en 1929 le bonnet d'un demi-mètre avait déjà été remplacé par un bonnet en partie métallique de 30 cm, qui coûtait bien plus cher puisque c'était 5 thalers, et qui par conséquent n'était porté que par des occasions spéciales. Le restant du temps, il portait le tricorne comme le restant des mousquetaires. Alors le principal changement de 1736, c'est l'harmonisation des couleurs pour tout le régiment de garde. Ce qui fait que le rouge des culottes et chemises des Langenkerls est remplacé par une sorte de jaune butternut qui était déjà porté dans les autres bataillons des régiments. Le fusil de modèle 1723 est remplacé par celui du modèle 1740, un peu plus court puisqu'il ne mesurait que 1m40 contre 1m50 contre son prédécesseur, mais il était du coup beaucoup plus léger. Ces Langenkerls vont véritablement marquer l'histoire d'une ville que vous connaissez tous de nom, c'est Potsdam. Car si à l'origine, les grenadiers rouges étaient cantonnés dans diverses villes du Brandenbourg, le 3 juillet 1713, Frédéric Guillaume décide d'installer ses 700 grenadiers à Potsdam. Ce qui ne va pas être une mince affaire, parce que la Potsdam du début du XXe siècle n'est pas la Potsdam d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette grande ville de la banlieue berlinoise, avec son magnifique château qui se veut être une copie de Versailles, mais qui ne sera construit que par son fils au milieu du XVIIIe siècle. Potsdam en 1713, c'est un gros bourg de 1500 habitants qui loge 220 maisons. Or, lorsque ces 700 grenadiers rouges débarquent dans le secteur, il n'y a aucune caserne. Ça va donc être aux habitants de loger ces grenadiers. Alors c'est ce que va ordonner Frédéric Guillaume. En échange, il leur accorde quelques avantages, tels que par exemple l'exemption du service militaire. Et si vous avez vite fait le calcul, 220 maisons pour 700 grenadiers, eh bien ça fait pratiquement 4 grenadiers par propriétaire. Finalement, les premières véritables casernes seront construites seulement en 1763, sous le règne de Frédéric II, dans le quartier hollandais, ce qui n'a pas empêché Frédéric Guillaume de faire venir dès 1724 le 2e bataillon de la garde et en 1738 le 3e bataillon. Si bien qu'en 1740, la ville compte 11 000 habitants, dont les 3860 soldats du régiment de garde. Autrement dit, Potsdam est une ville caserne. Alors Volker Schoebeus nous raconte tout un tas d'histoires croustillantes qui est née du côtoiement de ces militaires et de ces civils, et tout d'abord ce qu'il nomme la crise du lit.
Parce que bon, accueillir 4 grenadiers dans son logement, c'était déjà compliqué en soi. Imaginez, c'est comme si 4 nouvelles personnes débarquaient dans votre maison. Mais c'est surtout que ces longues perches, elles mesuraient parfois plus de 2 mètres. Alors imaginez-les dans un lit classique. Bon, souvent on avait les pieds qui dépassaient. Donc du coup, Chobus nous raconte comment est-ce qu'on a construit rapidement des lits qui sont adaptés, enfin bref. Et un autre élément, c'est le fait que tout d'un coup, vous avez le nombre d'enfants et de mariages qui vont se multiplier. Alors, simple hasard ou coïncidence, je vous en laisserai juge. Alors par contre, ce qui était beaucoup moins drôle, c'était le quotidien du grenadier de la garde, qui était rythmé comme du papier millimétré. Chaque matin, le réveil par le tambour. Arrivent ensuite les tours de garde. Chaque compagnie devait fournir 2 sous-officiers et 22 soldats, à la fois pour garder les 15 portes de la ville, mais aussi des points stratégiques à l'intérieur de celle-ci où ils étaient chargés de collecter les différentes taxes. La façon de garder les portes était fixée par un règlement qui date de 1726 et qui montrait la position que chaque soldat devait tenir et qui est représenté par ce tableau de Dismar-Degen, c'est-à-dire 22 soldats sur 2 rangs, chacun des rangs étant commandé par un sous-officier et l'ensemble dirigé par un officier situé devant un tambour. Pour ceux qui n'étaient pas occupés par la garde, c'était soit exercice le matin ou alors c'était la revue quotidienne, puisque le roi assistait à la revue de ses soldats chaque jour. Et pour ceux qui n'étaient ni de l'un ni de l'autre, eh bien c'était du temps libre, mais un temps libre qui devait être utilisé pour le nettoyage et l'entretien des armes et de l'uniforme. Un entretien qui se fait entièrement aux frais du soldat. Bref, on s'emmerdait grave. Mais outre cette monotonie, il faut ajouter la privation de liberté, car à ces Langenkers, il aurait été tout simplement interdit de quitter Potsdam. Et si un mur de 3 mètres de haut avait été construit tout autour de la ville en 1721, c'était pas seulement pour éviter la contrebande, c'était aussi pour empêcher les désertions. Et lorsqu'un exercice militaire se déroulait en dehors de Potsdam, vous pouviez être sûr que les autorités alertaient le corps des hussards de Berlin qui avait pour charge de pourchasser d'éventuels déserteurs. Alors parfois, ces grenadiers avaient une permission, mais la permission, ça signifiait seulement pouvoir circuler librement à l'intérieur de la ville, mais pas à l'extérieur. En plus de tout ça, il y avait un problème économique, car la solde d'un grenadier était de 4 thalers. Un thalers équivalait à 24 groschen, ce qui était supérieur à tout ce qu'un paysan ou un artisan pouvait toucher. Mais le problème, c'est que à cette solde était déduit à la fois l'alimentation qui était consommée par le soldat, alors selon des prix qui avaient été fixés par le soldat, mais en plus, je l'ai dit tout à l'heure, l'entretien de l'armement, de l'uniforme, etc. était entièrement aux frais du grenadier. Si bien qu'au final, eh bien, la solde était à peine suffisante pour le nécessaire. Pour que vous puissiez vous en rendre compte, je vais vous donner quelques prix. Une livre de viande, c'était 1 groschen, pareil pour une livre de pain, mais une paire de chaussures, c'était 1 thalers. Donc, si vous prenez la solde, eh bien, au final, une paire de chaussures, quelques morceaux de viande, du pain, etc. Enfin bref, on arrive très vite à consommer l'intégralité de la solde. Et ça sera encore pire après la guerre de 7 ans, puisque la Prusse va connaître une dépréciation de sa monnaie qui a eu des effets catastrophiques sur le pouvoir d'achat des soldats, puisque les prix ont doublé. Même un pain, à la fin, finissait par coûter 1 thaler. Autrement dit, la solde était suffisante pour acheter à peine 4 pains dans le mois. Eh bien, vous accumulez cette monotonie, cette privation de liberté, auquel vous devez ajouter le sentiment d'un service stupide qui ne sert à rien, de châtiments corporels qui étaient menés par les officiers de l'armée prussienne, tels que le fouet, l'absence d'espoir d'avancement. Il n'était pas question pour ces soldats de basse naissance de devenir des officiers. L'impossibilité de revoir sa famille, le mal du pays pour les étrangers qui faisaient partie de cette garde. Eh bien tout ça fait que certains ont cherché à quitter leur situation par la désertion et même par le suicide. Et quand je parle de désertion, ça a touché même le propre fils de Frédéric Guillaume. Frédéric II, que l'on connaît aujourd'hui parce qu'il a été l'un des plus grands généraux de son époque, je ferai un épisode sur cet homme. Alors là, je suis obligé de vous raconter l'histoire de cet homme, moi, à chaque fois qui me passionne. Mais il faut imaginer que celui que l'on considère aujourd'hui comme un grand théoricien militaire du XVIIIe siècle, eh bien, était un enfant qui détestait l'armée.
Or, son père est celui qu'on nommait en allemand der Soldatenkönig, le roi soldat. Alors en français, c'est le roi sergent. Eh bien, imaginez les rapports qu'il y avait entre les deux. Frédéric II était battu, on le forçait à faire des exercices militaires quotidiennement, et finalement, il en a eu marre à un moment donné, et il a voulu tout simplement fuir la Prusse pour aller rejoindre l'Angleterre. Malheureusement, un des hommes s'en est aperçu, il a été capturé et son père a voulu le tuer. Alors pourquoi ça n'a pas eu lieu, ça je l'expliquerai justement dans un épisode consacré à Frédéric II. Mais vous voyez bien que même le prince était tenté de déserter. Alors évidemment, la grande question que tout le monde va se poser, c'est finalement quelle a été la valeur au combat de ces grenadiers. Le problème, c'est que j'aurais été ravi de vous répondre à cette question, mais encore aurait-il fallu qu'ils participent ne serait-ce qu'à un seul combat. En effet, les grenadiers rouges n'ont jamais combattu dans la moindre bataille. Ce qui s'explique par le fait que Frédéric Guillaume, bien qu'il s'agisse d'un souverain qui aimait beaucoup son armée, était également un roi qui a peu fait la guerre. Tout au plus peut-on citer sa brève participation à la Grande Guerre nordique qui opposa les Suédois aux Russes. Après la bataille de Poltava, qui voit la défaite du roi de Suède Christian XII, Frédéric Guillaume en profite, ce qui lui a permis des gains territoriaux non négligeables, en emportant notamment l'estuaire de l'Oder avec la grande place fortifiée de Stettin. Mais la cause principale qui explique l'absence des Langenkers sur le champ de bataille, c'était le coût exorbitant de leur recrutement. Par exemple, pour recruter le Hollandais Jacob von Horn, Frédéric Guillaume dut débourser 3754 Reichsthaler. A titre de comparaison, la solde d'un fantassin de la garde est de 4 thalers. Autrement dit, le roi de Prusse, pour s'attacher aux services de cet homme, a dû payer l'équivalent de 938 soldes d'un fantassin de la garde. Vous comprendrez dès lors pourquoi ces gardes étaient considérés comme de véritables produits de luxe, des soldats précieux qu'il n'était pas question de les exposer au feu. Le coût global du régiment était si important que lorsque Frédéric II devient le roi de Prusse en 1740, il dissout immédiatement le dispendieux régiment qui se réunit une dernière fois aux funérailles de Frédéric Guillaume le 22 juin 1740. Alors ce qu'il faudrait en conclure que ce bataillon des grenadiers géants aurait été totalement inutile et se serait résumé à une folle coquetterie de Frédéric Guillaume. Non, absolut nicht, parce que ce bataillon des grenadiers rouges a été aussi une véritable cellule d'expérimentation. En effet, Frédéric Guillaume y testait des exercices qu'il conduisait personnellement avec ses grenadiers avant de les généraliser à l'ensemble de l'infanterie prussienne. Ensuite, il faut savoir que sur les 3200 hommes qui constituaient le régiment royal et qui ont donc été libérés lorsque ce dernier a été dissous, seuls 3 ont décidé de quitter définitivement l'armée prussienne. Ce que je n'arrive pas personnellement à comprendre parce que, avec les conditions de vie dans l'armée prussienne que j'ai décrites tout à l'heure, il faut croire que ces conditions étaient encore pires ailleurs. Toujours est-il que ces 3197 hommes qui sont restés dans l'armée prussienne ont été dispatchés dans l'ensemble des unités prussiennes. On sait par exemple que les officiers des grenadiers géants, des sous-officiers pardon, ont été transférés dans le 39e régiment, qu'une partie des grosses grenadiers de la Light Company a été transférée dans les régiments princiers, le 34e celui du prince Heinrich, Ferdinand, et le 35e celui du prince Heinrich. Ce bataillon des grenadiers rouges a donc été une véritable pépinière de cadres pour l'ensemble de l'armée prussienne et qui va expliquer finalement sa haute valeur durant la guerre de 7 ans. À l'instar d'Alexandre qui a profité de l'armée de son père Philippe, eh bien Frédéric II va profiter de l'armée construite par son père Frédéric Guillaume. Alors si en 1740 Frédéric II a dissous le bataillon des Langenkers, ce n'est pas pour autant la fin de l'histoire. Car ces derniers ont laissé un héritage, des traditions qui seront reprises par le bataillon de grenadiers-gardes que Frédéric II va constituer la même année. Une unité qui va exister jusqu'en 1806, date à laquelle elle est complètement vaincue à la bataille de Auerstadt par Napoléon, mais ces traditions réapparaîtront en 1808 lorsqu'un nouveau régiment de garde est recréé. Ce régiment est à son tour dissous en 1918 à l'issue de la Première Guerre mondiale, mais ces traditions seront remises par le président Hindenburg au 9e régiment d'infanterie, dont certains membres, pour la petite histoire, vont participer à la conjuration contre Adolf Hitler le 20 juillet 1944. Dissous de nouveau en 1945,
la formation de la nouvelle armée allemande républicaine, la Bundeswehr par Adenauer, permet en 1961 de raviver ces traditions des Langenkers à travers le Wachbataillon, une sorte de garde républicaine chargée de la protection du personnel fédéral qui a ses quartiers à Berlin et que l'on voit à chaque visite de chef d'État. Unité de garde dont la devise était celle déjà de Frédéric Guillaume II, Semper Talis.